Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'African Union Journal consacrée à la valorisation des matières premières agricoles pour favoriser une croissance économique durable. Pour ce faire, nous nous intéresserons aux objectifs, avantages et défis de la création d'une bourse du cacao en Afrique. Reportage et analyse à suivre dans un instant. Projet ambitieux et stratégique pour nombre d'experts, la création d'une bourse du cacao en Afrique dans un contexte où le continent africain assure environ 75% de la production mondiale de fèves pourrait rééquilibrer les rapports de force économique en faveur des pays producteurs. Pour cela, les experts appellent au renforcement de la coopération régionale, à une gouvernance rigoureuse et des investissements massifs en infrastructures. La bourse du cacao pourrait également contribuer à une embellie de la production et à la maîtrise complète de la chaîne de valeur. Marie-Raphaël Antolo. Avec une production estimée à plus de 75%, l'Afrique, premier producteur mondial de cacao, ambitionne d'avoir une meilleure maîtrise de ce marché dominé par d'autres puissances. Pour ce faire, le Conseil international de cacao a lancé au Cameroun le 10 avril 2025 le projet pilote de la Bourse africaine du cacao. C'était à l'occasion de la 111e réunion du Conseil international du cacao. Selon des experts de la filière, cette bourse devrait favoriser la stabilisation des prix, valoriser la production locale, l'autonomisation économique, la transparence du marché et permettre également l'amélioration de la chaîne de valeur. Il s'agit pour nous, pays producteurs, ainsi que les consommateurs et l'industrie, de nous asseoir et maintenant de trouver des solutions qu'on puisse mettre en œuvre rapidement pour le bonheur de tous les acteurs de la chaîne de valeur. Nous avions estimé que le petit producteur de cacao d'Asie, d'Amérique latine ou de l'Afrique constituait le maillon faible de cette chaîne. Sur le continent, la création d'une bourse du cacao devrait également, de l'avis de certains experts, permettre de mieux rémunérer les producteurs, de réduire la dépendance vis-à-vis des marchés étrangers et de gagner en souveraineté économique selon des experts. Il y a deux catégories de priorités. Il y a les défis structurels et il y a les défis conjoncturels. Les défis structurels, c'est la durabilité de l'économie cacaoyère mondiale. Même si l'idée d'une bourse du cacao en Afrique est prometteuse, sa mise en œuvre est complexe et pleine d'obstacles selon certains décideurs africains. La création de cette bourse est, de l'avis de certains experts, confrontée au manque d'infrastructures adaptées à une coordination régionale difficile, à la dépendance aux marchés mondiaux et à un manque de données fiables et de formation. Il y a 6 pays qui font entre 70 et 75% de la production mondiale. Il y a le Ghana, il y a le Nigeria, il y a le Cameroun, il y a le Togo et il y a le Gabon. Le premier pays producteur mondial de cacao, c'est la Côte d'Ivoire. Ensuite, c'est le Ghana. Le troisième pays se trouve en Asie, c'est l'Indonésie. En Côte d'Ivoire et dans les autres pays africains, en général, on fait du cacao normal. Dans les pays latinos, comme l'Équateur, le Costa Rica, la République dominicaine, on fait du cacao fin, qui est un autre type de cacao qui est beaucoup plus prisé et qui est beaucoup plus cher sur les marchés internationaux. D'après certaines analyses, la création d'une bourse du cacao en Afrique ne profiterait pas seulement au gouvernement ou aux entreprises. Les populations locales et surtout les producteurs en tireraient des avantages concrets. Les producteurs vont à travers cette initiative bénéficier des revenus plus justes et stables. Les agriculteurs devraient également observer une amélioration dans leurs conditions de vie et de nombreux emplois seront créés grâce à la transformation locale. L'industrie du cacao est un marché très lucratif qui représente plus de 100 milliards de dollars annuels selon l'association Coco Abropa au Ghana. Seulement, ces producteurs perçoivent à peine 6% dans cette exploitation.
Le cacao qui occupe près d'1 million d'agriculteurs en Côte d'Ivoire, selon les données officielles, connaît des initiatives innovantes afin d'améliorer les revenus des cacaoculteurs et assurer ainsi la pérennité. Des démarches qui peinent à suivre la tendance de la hausse des prix. Plus de précisions avec Pauline Minka. L'obtention d'un revenu adéquat pour les producteurs est désormais une préoccupation centrale dans la filière cacao, principalement en Côte d'Ivoire et au Ghana, qui sont les deux principaux pays producteurs au monde. Ayant pris conscience de la situation, les deux gouvernements ont instauré le différentiel de revenus décent, DRD, en octobre 2020, une prime de $400 par tonne de cacao vendu, entièrement reversée aux producteurs. Je vois que notre régulateur entre dans des contrats à terme afin de protéger les agriculteurs, mais le prix ne font qu'augmenter alors qu'il n'y a pas de cacao à vendre pour que les agriculteurs en profitent. De nombreux cacaoculteurs camerounais, ivoiriens et ghanéens, face à cette conjoncture défavorable, sont contraints de recourir au trafic illicite de leurs fèves vers des nations avoisinantes avec pour objectif d'avoir une meilleure rémunération. Je crois qu'il est important de garder toujours à l'esprit que, aujourd'hui, les prix payés aux producteurs de cacao sont très bas et ne sont pas suffisants pour atteindre un revenu décent. L'objectif premier du DRD est de mettre fin à la pauvreté persistante des cacaoculteurs et de les protéger contre les fluctuations des prix mondiaux de leurs brins. Toutefois, dans un contexte actuel de hausse des prix, les agriculteurs sont désavantagés par les records de prévente à des tarifs très réduits et ne profitent donc pas pleinement de la hausse des prix mondiaux et reçoivent des revenus moindres. Mais on demande au gouvernement de travailler ou d'intervenir ou d'influencer les prix d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas une aberration que de dire ça ou que de demander ça. Si on réfléchit un peu, l'Europe ou les États-Unis ont toujours subventionné leur agriculture depuis 50 ans, de plusieurs façons différentes. L'Afrique, qui représente plus de 75% de la production mondiale de cacao, aspire à mieux contrôler ce marché dominé par d'autres grandes puissances. Dans ce but, le Conseil international du cacao a lancé au Cameroun le 10 avril 2025 le projet pilote de la Bourse africaine du cacao. L'objectif avec la Bourse du cacao en Afrique est de réajuster les bénéfices, en particulier entre les producteurs, perçus comme le maillon le plus faible de la chaîne, et les industriels. Le changement climatique bouleverse déjà la ceinture cacaoyère d'Afrique de l'Ouest. Sécheresse plus longue, pluies irrégulières et chaleur accrue menacent les vergers ivoiriens et ghanéens, faisant chuter la récolte mondiale à 4,45 millions de tonnes sur la période 2024-2025. Pourtant, des modèles 2025 prédisent jusqu'à plus 60% de rendement au Nigeria et au Cameroun si l'on combine agroforesterie, engrais et variétés tolérantes au stress hydrique. Un reportage signé Philippe Akwa. Le changement climatique redessine déjà la ceinture cacaoyère ouest-africaine. Selon la dernière synthèse statistique de l'ICCO, la production mondiale pourrait reculer à 4,45 milliards de tonnes en 2024 à 2025, soit 10% en deux campagnes dominées par la Côte d'Ivoire et le Ghana qui représentent 60% de la production mondiale. En effet, les deux pays subissent ces dernières années une succession de saisons plus chaudes et plus sèches qui réduisent la disponibilité hydrique durant la saison des pluies. C'est une conséquence du changement climatique ou de l'augmentation de la variabilité météorologique. Si vous regardez les observations météorologiques des 12 derniers mois, en particulier entre mai et août 2023, les précipitations ont été supérieures à la moyenne pour la période. Il s'agit là d'un facteur clé des maladies fongiques. Ce qui a fait chuter la production en Côte d'Ivoire et au Ghana au cours de cette période, ce sont les problèmes saisonniers, à savoir la pourriture brune. Pour lutter contre cela, il faut appliquer des fongicides pendant la période de fortes pluies, car lorsque l'humidité est trop importante, cela déclenche la pourriture brune. Des images montrent que certains agriculteurs ont perdu de 50 à 60% de leur production à cause de cette maladie. En Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao, le ministre de l'Agriculture table sur 1,80 milliard de tonnes pour 2024 à 2025, à peine au-dessus de 1,76 milliard de tonnes historiques de la campagne précédente, elle-même déjà en baisse de 24% par rapport au pic de 2,3 milliards de tonnes de 2022 à 2023. L'adoption de l'agroforestière et le renouvellement de verges
vierges vieillissants sont désormais considérés comme prioritaires pour compenser la perte attendue de 27 à 50% de superficie cultivable d'ici 2060. Avant, au moins, il y avait les arbres, il y avait la forêt, tout ça. Il pleuvait dans les mois précis, mais actuellement, il n'y a plus d'arbres. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'arbres, les arbres d'ombrage n'existaient plus. Donc, même le mois de juin, il pleut légèrement. Actuellement, nous sommes en juillet, mais il ne pleut même pas. Donc, ça train de tuer les champs, les arbres ont besoin d'eau, tout ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Hein. Donc, ça fait que les arbres jaunissent. Voilà, les cacahuètes jaunissent. Les modèles climatiques de Wageningen University projettent cependant que la zone orientale, Nigeria-Cameroun, pourrait voir ses rendements grimper de 39 à 60% grâce à une meilleure répartition des pluies et à un effet dioxyde de carbone comme fertilisant, tandis que la Côte d'Ivoire et le Ghana ne gagneraient que 30% à 45%. Le stress hydrique devient donc le paramètre critique. Les simulations montrent une baisse nette des précipitations en saison humide, partiellement compensée par des pluies plus régulières en saison sèche. Il faut protéger l'environnement, c'est essentiel. Il est essentiel de protéger notre environnement car si nous regardons la géographie de notre pays, la production de cacao se fait dans nos zones forestières. C'est donc là que la marge de manœuvre est la meilleure, dans une situation où nous coupons nos forêts et pratiquons l'exploitation minière illégale. C'est certain, cela aura un effet sur notre production en tant que pays. Pour convertir ce potentiel, les chercheurs soulignent qu'un apport raisonné d'engrais peut hisser les rendements de 40% à défaut d'irrigation coûteuse, l'ombre arborée, la diversification bananier-manioc et le déploiement de variétés plus tolérantes à la sécheresse s'imposent. Face à ces défis, la filière ouest-africaine doit passer d'une logique extension à une intensification durable, seule voie pour préserver les 6 millions de moyens d'existence ivoiriens et maintenir la part africaine de 70% du cacao mondial. L'actu de nos régions, signée cette semaine par Esther Konan, revient sur le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO que le président ghanéen a qualifié de regrettable. Ensuite, sur les progrès économiques du Kenya qui est en passe de devenir la première économie d'Afrique de l'Est selon le FMI avec un PIB de 132 milliards de dollars. Enfin, sur le renforcement de la coopération entre la SADC et la Banque mondiale. Le 23 avril 2025 à Accra au Ghana, l'ex-président John Dramani Mahama a qualifié de regrettable le retrait du Mali, du Burkina et du Nigeria de la CEDEAO. Lors du lancement du 50e anniversaire du bloc, il a appelé à la compréhension et au dialogue plutôt qu'à l'isolement. Mahama a rappelé l'importance d'un destin partagé pour surmonter les crises régionales. L'événement a réuni plusieurs dirigeants pour réfléchir aux principes d'unité, de paix et d'intégration. La CEDEAO, fondée en 1975, continue de promouvoir la stabilité malgré les défis actuels. Le FMI a annoncé le 23 avril 2025 que le Kenya atteindrait un PIB de 132 milliards de dollars contre 117 milliards pour l'Éthiopie, prenant ainsi la tête des économies est-africaines. Cette performance est attribuée à la solide appréciation du shilling kenyan, devenu la monnaie la plus performante au monde. L'essor des exportations agricoles et industrielles, ainsi que les envois des fonds historiques de la diaspora kenyenne, près de 5 milliards de dollars en 2024, ont fortement contribué à cette progression. En revanche, l'Éthiopie a vu son PIB chuter après une dévaluation de plus de 55% de sa monnaie nationale. Cette dépréciation a cependant permis à Addis Abeba de débloquer des financements importants auprès du FMI et de la Banque mondiale. Le Kenya, malgré un contexte fiscal instable lié au rejet de sa loi de finances 2024, poursuit sa dynamique économique. Ce basculement marque un tournant dans l'équilibre économique régional de l'Afrique de l'Est. Le 23 avril 2025, à l'occasion des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale,
Le secrétaire exécutif de la SADC, Elias Magossi, a rencontré Amit Dar, vice-président par intérim du FMI pour l'Afrique orientale et australe. Les échanges ont porté sur l'état d'avancement des projets conjoints, les nouvelles initiatives en matière d'infrastructures, d'énergie et de commerce régional, ainsi que la coopération en santé et climat. Cette rencontre a réaffirmé la solidité du partenariat entre la SADC et la Banque mondiale en faveur d'un développement inclusif et durable en Afrique australe. Permettre de relever les fragilités qu'il y a dans les 45 pays les moins avancés du monde, dont 33 pays en Afrique, est tout l'enjeu de l'indice de vulnérabilité multidimensionnelle. Cet indice devrait permettre à ces pays d'avoir un accès plus soutenu à des financements confessionnels ou à des dons grâce à la prise en compte de nouveaux indicateurs. À Washington, où se sont tenues les assemblées de printemps du FMI et de la Banque mondiale, le ministre des Finances et du Budget centrafricain s'est engagé pour faire avancer l'initiative. Catherine Gambay revient sur ces événements. Les Nations Unies ont adopté en août 2024 un indice de vulnérabilité multidimensionnelle afin de prendre en compte les facteurs exogènes auxquels sont confrontés les pays les plus exposés. Plusieurs indicateurs liés notamment aux vulnérabilités structurelles et au manque de résilience économique, environnementale et sociale d'un État. Reste maintenant à intégrer cet indice dans l'allocation des financements concessionnels des banques multilatérales de développement. En Afrique, 33 pays sont concernés par cet indice de vulnérabilité multidimensionnelle. C'est de voir comment cet indice, ce nouvel indice, qui est un indice de vulnérabilité, pourrait venir s'imbriquer dans ceux déjà existants pour pouvoir aller vers une meilleure éligibilité et finalement aller vers une égalité, une plus grande solidarité, parce que vous avez des pays, et notamment c'est le cas de la République centrafricaine, qui est sur la liste de ces pays les moins avancés, qui a une densité de 7 habitants au kilomètre carré, et donc qui a d'énormes fragilités, mais qu'il faut adresser avec des investissements massifs dans les domaines infrastructurels. Et donc de ce point de vue-là, je pense que nous avons une chance de pouvoir faire entendre notre voix. Plusieurs pays et organisations internationales comme l'OIF et l'Union africaine souhaitent une réforme pour une meilleure prise en compte de la vulnérabilité dans l'allocation de l'aide multilatérale au développement. En juillet prochain, Bangui accueillera le caucus africain. Une occasion pour le ministre des Finances et du Budget centrafricain d'en faire le plaidoyer dans un contexte de raréfaction des ressources. On a véritablement ce momentum et on veut pouvoir en profiter pour porter la voix des pays les moins avancés, de sorte à ce que nous puissions véritablement réduire les fractures importantes qu'il y a sur le plan social et notamment qui touchent de façon extrêmement forte nos populations pour lesquelles l'indice de développement humain est extrêmement bas. En marge des réunions du printemps du FMI et de la Banque mondiale à Washington, le ministre des Finances et du Budget centrafricain a coprésidé une réunion du groupe consultatif africain. Devant les dirigeants du FMI, des ministres et gouverneurs des 54 pays du continent ont évoqué les défis auxquels les États sont confrontés dans un contexte d'incertitude sur les flux commerciaux. Le Fonds monétaire international a proposé la mise en place de différents outils pour tenter d'atténuer les chocs subis par les pays les plus fragiles, ainsi que son expertise et son assistance technique pour certaines solutions déjà implémentées dans d'autres pays du monde. Aujourd'hui, les réponses que la directrice générale nous a données sont des réponses qui sont extrêmement encourageantes. Il y a également un certain nombre de choses que nous devons faire en interne au niveau de chacun de nos pays et de façon collective également. Nous avons parlé de l'intégration sous-régionale et régionale. La ZLECAf doit devenir une réalité parce que nous perdons énormément. Donc il y a en cela également des opportunités que nous devons pouvoir engager, que nous devons pouvoir saisir. Il y a notamment toute la digitalisation, la question de la digitalisation de nos systèmes de taxes. Rendre les règles plus équitables entre les pays en développement et ceux touchés par les phénomènes climatiques extrêmes est tout l'enjeu de cet indice qui prend en compte les réalités auxquelles sont confrontés les pays africains. Du 7 au 9 mai 2025, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs organise le 3e forum africain de haut niveau
sur la coopération sud-sud et triangulaire pour le développement durable au Centre international des congrès de Freetown en Sierra Leone. Placé sous le thème « Le rôle des pays du Sud dans la refonte du nouvel ordre international », l'événement réunira des décideurs politiques, des ministres, des experts de haut niveau, des représentants de la jeunesse et des ONG afin d'évaluer l'état de la coopération sud-sud et triangulaire en Afrique. Les 10 et 11 mai 2025, le Forum africain sur l'investissement et le commerce se tiendra au Sheraton Alger en Algérie. Placé sous le thème Intégration et prospérité africaine, cet événement stratégique a pour objectif de renforcer l'intégration économique et le développement en Afrique et d'atteindre les objectifs de développement durable conformément à l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le forum réunit des investisseurs, des institutions financières et des représentants de la société civile afin de discuter de la mise en place de partenariats solides pour développer des secteurs clés en Afrique et favoriser ainsi un développement inclusif et durable. La capitale togolaise Lomé abritera du 12 au 14 mai 2025 la conférence de l'Union africaine sur la gestion de la dette. Cette rencontre, qui se tiendra sous le thème « Programme de gestion de la dette publique de l'Afrique, restaurer et préserver la viabilité de la dette », réunira des représentants des États membres de l'Union africaine, des experts financiers et divers acteurs économiques tels que des ministères des Finances, des banques centrales, des institutions multilatérales et des organisations de la société civile. Organisée par le département du développement économique de la Commission de l'Union africaine, cette conférence vise à encourager un dialogue constructif pour trouver des solutions aux défis de l'endettement sur le continent. Tony Elumelu, fondateur et président du groupe Health Holding, a été nommé par le Fonds monétaire international à son conseil consultatif sur l'entrepreneuriat et la croissance. L'un des plus fervents défenseurs de l'esprit d'entreprise en Afrique, Tony Elumelu, s'est fait champion du développement mené par le secteur privé par l'intermédiaire de sa fondation qui a financé, encadré et formé plus de 25 000 entrepreneurs africains depuis 2015. Sa philosophie de l'africapitalisme qui se concentre sur les investissements à long terme, qui génèrent une valeur économique et sociale, s'aligne sur la mission du Conseil qui consiste à développer des politiques qui améliorent l'allocation des ressources et stimulent l'innovation. Sarah Yemele dresse pour nous son portrait. Le vendredi 26 mars 2025, le Fonds monétaire international a nommé Tony Elumelu, PDG, fondateur et président du groupe Health Holding, au sein de son tout nouveau conseil consultatif sur l'entrepreneuriat et la croissance. En rejoignant le conseil qui est chargé de recommander des politiques visant à améliorer l'allocation des ressources, à encourager l'innovation et à promouvoir une croissance économique durable tirée par le secteur privé, M. Elumelu devrait jouer un rôle clé en veillant à ce que le potentiel entrepreneuriat de l'Afrique soit au centre du processus décisionnel économique mondial. En effet, l'incohérence des politiques a été un défi dans certaines des régions où nous opérons, mais progressivement, nos dirigeants politiques changent, nos gouvernements sont plus exposés, ils interagissent avec d'autres dans d'autres parties du monde. Ils commencent à accepter la facilité de faire des affaires, le fait que si vous voulez que votre pays se développe, vous devez améliorer votre environnement physique. Donc, nous voyons une amélioration depuis que nous avons commencé à nous développer en Afrique il y a environ 15 ans. Nous constatons donc une amélioration par rapport au début de notre expansion en Afrique il y a environ 15 ans. Je constate une amélioration significative, mais nous avons encore beaucoup à faire. Vous savez, les jeunes entrepreneurs que nous soutenons davantage auraient réussi si l'environnement était bon. L'environnement peut être amélioré et nous nous efforçons de le faire. Ce grand défenseur de l'esprit d'entreprise en Afrique, dont la Fondation donne les moyens d'agir à une nouvelle génération d'entrepreneurs africains, favorise l'éradication de la pauvreté et catalyse la création d'emplois dans les 54 pays africains, a permis à plus de 2,5 millions de jeunes Africains d'accéder à la formation
par l'intermédiaire de son centre numérique TEF-Connect et a déboursé plus de 100 millions de dollars en financement direct à plus de 21 000 jeunes femmes et hommes africains qui ont collectivement créé plus de 1,5 million d'emplois directs et indirects et généré plus de 4,2 milliards de dollars de revenus. As an entrepreneur, I understand very well the opportunities that... En tant qu'entrepreneur, je comprends très bien les opportunités qui existent en Afrique. Je comprends le pouvoir de transformation de l'esprit d'entreprise que nos jeunes peuvent libérer sur le continent. Mais nous savons qu'il y a des défis. Nous savons aussi que si ces jeunes Africains sont responsabilisés et encouragés, ils peuvent résoudre les défis que nous avons ou avec lesquels nous vivons en Afrique. And encouraged, these young Africans can fix the challenges we have across or that we live with in Africa. Entrepreneur autodidacte et philanthrope, Tony Elumelu considère également l'esprit d'entreprise comme un élément fondamental de son concept d'africapitalisme. Sa conviction que le secteur privé africain peut et doit jouer un rôle de premier plan dans le développement du continent en réalisant des investissements à long terme. Les opportunités sont là, les défis aussi. Mais en tant qu'entrepreneurs, nous sommes formés pour surmonter les défis. Vous savez, pour l'amélioration de votre entreprise et de la société dans son ensemble, donc l'Afrique attire. L'Afrique est ouverte aux affaires. Nous avons des défis, mais vous pouvez surmonter ces défis sur le continent. Nous sommes un produit de cet environnement. Connu pour son plaidoyer en faveur de l'entrepreneuriat comme outil de transformation économique en Afrique, la nomination de Tony Elumelu au Conseil consultatif intervient dans un contexte d'engagement accru entre le FMI et les économies africaines. Au cours des 2 dernières années, le Fonds a renforcé son soutien financier et ses conseils en matière de politique dans toute l'Afrique, alors que les pays sont confrontés à une inflation élevée, à l'affaiblissement des monnaies, à des problèmes de viabilité de la dette et aux effets persistants de la pandémie du virus Covid-19 et de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition de l'Africa Union Journal préparée par l'ensemble de la rédaction. Retrouvez toute l'actualité africaine sur le site africa24tv.com et sur l'application MyAfrica24. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.